Alors l'idée, c'était aussi de libérer nos classiques du regard masculin. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'était d'une part questionner ce nom des femmes qui n'est jamais entendu. Encore de nos jours, si vous voulez, quand les femmes racontent que leurs plaintes ne sont pas prises en compte au commissariat ou qu'on n'entend pas le fait qu'elles disent non quand elles sont importunées dans la rue et que le non n'est jamais entendu. Et j'ai essayé de savoir d'où ça venait que ce non ne soit jamais entendu. Et donc c'est le deuxième aspect de mon livre, c'était de restaurer en fait ces noms au sein de la littérature classique et de changer peut-être notre regard sur des textes classiques pour essayer de comprendre d'où venaient ces refus, comment ils ont été occultés, comment les femmes ont écrit et ont été mal comprises. Et donc c'était ça les deux grands axes de mon livre. Alors moi je crois beaucoup au pouvoir de la littérature parce que justement quand on lit, on a une capacité d'empathie et d'identification aux personnages, que ce soit des gens qui sont comme nous ou au contraire qui sont différents de nous, des hommes, des femmes, mais aussi des animaux, des objets. Et donc comme ça développe ces capacités d'identification et d'empathie, et que finalement il y a différents types d'ouvrages qui jouent sur les différents points de vue, je pense que c'est vraiment le moyen par lequel on peut accéder à l'autre. Par exemple, les liaisons dangereuses que j'étudie, si vous voulez, c'est très intéressant parce que chacun raconte une histoire de la manière dont il ou elle l'a vécue. Et donc ce tourbillon des points de vue fait que nous, en tant que lecteurs, on a aussi une manière de décrypter les événements et de les comprendre avec le regard de plusieurs personnages. L'idée de casser des stéréotypes, c'est souvent qu'on a fait des classiques, on a collé aux classiques, si vous voulez, des stéréotypes. Et notamment pour les classiques des contes de fées qui ont été écrits au XVIIe siècle, avec par exemple l'idée que les femmes sont des femmes passives, des princesses enfermées dans des tours qu'il faut délivrer, des femmes endormies, des femmes qui n'ont aucun pouvoir d'action. Et en réalité, quand on va aller lire ces contes, on s'aperçoit qu'il y a des femmes qui demandent des hommes en mariage, comme dans La Belle et la Bête. Il y a des femmes qui libèrent des êtres qui sont voilà, prisonniers de leurs apparences ou de leur royaume. Il y a des femmes qui résistent alors qu'elles sont vues comme passives. Par exemple, Andromaque. On dit tout le temps qu'Andromaque, c'est une femme passive parce que c'est une prisonnière de guerre. Et c'est intéressant qu'on voit ça aussi chez Racine. À chaque fois, on dit « Ah, mais Racine, il fait des femmes passives », alors que ce n'est pas du tout le cas. Et Andromaque en particulier, il en fait une héroïne du nom. Et même, enfin, c'est drôle d'imaginer Andromaque comme femme passive, parce que étymologiquement, c'est la femme qui combat les hommes. Et même dans les positions sexuelles, par exemple, l'Andromaque, c'est celle qui domine sur l'homme. Donc c'est intéressant qu'il y ait tous ces filtres qui effacent des choses et d'essayer de restaurer un petit peu ces femmes derrière les figures. Par exemple, les thématiques actuelles, moi j'ai parlé de la princesse de Clèves comme héroïne du nom parce que finalement, ce qu'on n'arrive pas à comprendre aujourd'hui, c'est comment elle fait pour refuser quelqu'un qu'elle désire et quelqu'un qu'il aime et qu'elle aime. Sauf que pour diverses raisons qui sont un peu complexes à expliquer en quelques secondes, elle pense que c'est une relation qui est mauvaise pour elle, qui va lui faire plus de mal que de bien. Et donc, elle refuse quelqu'un qu'elle aime. Et je pense qu'aujourd'hui, on a tous expérimenté ce que c'est que des relations toxiques, des relations qui nous font du mal et pourtant qui sont pleines de désirs. Et c'est comment apprendre à refuser quelque chose dont on a pourtant envie parce qu'on sait finalement que ce sera néfaste pour nous-mêmes. Donc ça, c'est l'exemple de la princesse de Clèves. Mais l'exemple d'Andromaque, c'est très intéressant parce que c'est une survivante. Et quand on voit voilà, la réalité des femmes, des réfugiés dans les guerres qu'on traverse aujourd'hui, Andromaque nous apprend comment on peut résister même quand tout semble perdu d'avance. Donc, ou alors le harcèlement sexuel ou le double standard, si vous voulez, dans les liaisons dangereuses, parce que vous avez deux personnages de libertins, la femme qui est Madame de Merteuil et Valmont qui est l'homme libertin, et ça montre qu'on ne peut pas être libertin de la même façon. Il y en a un qui est beaucoup plus, qui risque beaucoup plus que l'autre, qui est puni beaucoup plus que l'autre. Donc cette question des doubles standards par rapport au désir, malheureusement, il est encore d'actualité. Ce qui est très intéressant aussi dans le monde du travail, c'est que
Moi, vraiment, je m'intéresse à cette question du refus et je montre comment la parole de refus est une parole qui est coûteuse. Et même aujourd'hui, enfin, tout le temps, quand on est maman ou quand on est dans le monde de l'entreprise, dire non, c'est pas quelque chose de facile à faire. C'est une parole qui demande un risque et qui demande d'être acceptée. Et donc, ce que je montre dans la littérature, c'est comment ce non, soit il n'est pas entendu, soit il n'est pas compris, soit on n'arrive pas à le décrypter. Et ça fait aussi référence à tout ce qui touche aux questions de harcèlement sexuel, aux questions de consentement, aux questions de zone grise. Donc, à la façon dont finalement, qui a le droit de parler et comment sont comprises ces paroles, comment on les décrypte. Donc, je pense que ça peut être utile en fait. L'idée de la galanterie, si vous voulez, c'est que moi, je voulais montrer qu'on en a une vision très édulcorée aujourd'hui. Quand on entend à la radio certains hommes parler de la galanterie, regretter que ce temps n'est plus parce que c'est aimable de payer une addition ou de tenir une porte, en fait, ça, c'est une vision édulcorée de la galanterie. Et ce que j'essaye de montrer, c'est que la galanterie, c'est une construction culturelle qui, justement, doit être comprise en articulation avec l'apport des femmes et de la préciosité, c'est-à-dire comment finalement on peut obtenir un idéal d'honnêteté, un idéal de civilité, un échange de paroles où les femmes sont prises comme des interlocutrices. Donc la galanterie, ce n'est pas des jeux de séduction stériles, c'est surtout une façon d'avoir des manières très polies, d'avoir une attention complète à l'autre, une bienfaisance, une parole d'écoute, et un moyen de négocier l'échange conversationnel. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a des bons usages et des mauvais usages. La galanterie n'est jamais une façon d'avoir du pouvoir sur l'autre, n'est jamais une façon d'appuyer les relations de séduction. Donc tout ce qui est technique de drague très lourde ou gentil geste pour obtenir quelque chose, en fait c'est ça la mauvaise galanterie. Alors la carte de tendre, c'est une carte qui apparaît la première fois dans un roman de Mademoiselle de Scudéry qui s'appelle Clélie, où elle imagine un peu par jeu la façon de cartographier le sentiment à une époque où voilà, il est difficile de se choisir, les familles privilégient des alliances aristocratiques, nobiliaires pour mettre en valeur des biens communs. Et en fait, elle se pose sans arrêt cette question de savoir comment on peut cartographier le sentiment, comment on différencie les relations humaines, comment les amitiés peuvent se diversifier, donc une différence entre l'amitié et l'amitié tendre, l'amour et l'amour tendre. Et donc elle imagine en gros trois grands itinéraires, l'inclination, l'estime et la reconnaissance. Sachant que l'inclination, c'est le sentiment le plus violent qui peut mener voilà, aux terres inconnues, mais séparées par la mer dangereuse. Donc voilà, elle imagine des itinéraires comme ça, avec des écueils possibles, plus ou moins dangereux, avec l'indifférence, la médisance, etc. Donc c'est très intéressant de regarder cette carte pour penser les relations humaines. Alors déjà, je pense qu'on est dans une société où la question de la galanterie se pose de manière totalement différente. Parce que si vous voulez, vous ne trouvez pas de nos jours des traités de civilité ou des traités de bonne manière qui disent en gros les femmes doivent se taire. Mais c'est ça la galanterie, c'est-à-dire que c'est à une époque, au XVIIe siècle, où les femmes sont censées se taire, non seulement ne pas dire leur amour, mais ne pas écouter l'amour qu'on leur déclare, parce que écouter, ça veut dire quelque part consentir ou accorder des faveurs indirectement. Donc, si vous voulez, cette société, elle est différente, on a conquis un droit de parole. Par contre, ce qui demeure problématique, c'est que la parole d'une femme n'est pas toujours aussi importante que la parole d'un homme. Et donc, si on voudrait renouer avec cette vision positive de la galanterie, ce serait vraiment favoriser des échanges conversationnels où chaque parole se vaut, où les femmes n'ont pas besoin de répéter plusieurs fois un refus quand un homme dit une seule fois non. Une autre façon de distinguer ça, si vous voulez, dans le monde de l'entreprise, parce que moi, en fait, finalement, l'université américaine, c'est un peu le monde de l'entreprise.
Et il y a quelque chose que j'ai souvent remarqué, c'est que quand une femme dit non, elle va toujours expliquer pourquoi elle dit non. Alors qu'un homme se contente de dire non sans jamais voilà, essayer de faire accepter son non quelque part. Donc les vrais apports de la galanterie, ce serait voilà, une sorte d'égalité dans les tours de parole, d'égalité d'écoute, de bienveillance et de manière affable. Voilà. J'adore tout le théâtre de Racine parce que je trouve que justement Racine a aussi une image très galvaudée, notamment à cause de Victor Hugo ou d'autres auteurs, hein, puisqu'ils disent oui, il faut en finir avec le vers classique, l'alexandrin, cette espèce de ronron insupportable, c'est ennuyeux, la règle des 3 unités. Il y a aussi tout ce prisme au 19e siècle où on va dire les classiques, c'est ce qu'on enseigne dans les classes finalement, et du coup il y a quelque chose d'un peu rébarbatif, d'un peu ennuyeux. Et alors, ce que je trouve qui est fascinant avec Racine, c'est malgré toute cette gangue voilà, de poussière ou de choses qui reposent sur lui, il fait quelque chose de tout le temps nouveau. C'est-à-dire, il va prendre des tragédies qui ont été écrites avant lui, chez Euripide, chez Sénèque, voilà, il reprend des exemples, il va reprendre des concepts d'Aristote, mais il va inventer des choses totalement nouvelles. Notamment, il va donner du pouvoir à des femmes. Par exemple, Andromaque, dans toutes les autres versions, elle perd son enfant qui finit voilà, sacrifié par Pyrrhus. Chez Racine, elle parvient à le sauver. Donc, il inverse, si vous voulez, des préjugés qu'on a sur des figures culturelles très connues. Et il en fait des héroïnes du refus. Enfin, et il pose aussi la question du consentement dans toutes ces intrigues. Donc ce serait un peu long à développer, mais moi je trouve ça fascinant et je trouve que c'est vraiment l'auteur qui peut nous parler aujourd'hui par rapport aux problématiques actuelles.